je vois des gens comme Enercop Languedoc-Roussillon ou Enercop PACA se connecter, ça me fait très plaisir, mais je pense que ce webinaire est moins fait pour vous que pour tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui se posent des questions. Voilà. Du coup, je vais, toujours en attendant que tout le monde se connecte, et avant de commencer, on va se présenter et puis on fera une sorte de tour de table à distance, on va essayer. Alors d'abord, nous, qui sommes-nous? Marc, je te laisse te présenter. Marc a disparu, bon, il est parti. Je vais le présenter à sa place. Il va revenir parce qu'il va co-animer avec moi ce webinaire. Marc Mossalg. Et voilà. Je t'entends bien, mais ça coupe. Oui, merci Arnaud. Moi, je suis Marc Mossal, donc vous... Tout à fait, merci Marc. Ah non, Donc moi je suis Arnaud Fou et j'anime pour Énergie Partagée le réseau tu m'entends? en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu m'entends un retard, Donc peut-être? un réseau est né avec plusieurs projets citoyens et on essaye d'accompagner ces projets et d'en faire émerger de nouveaux en PACA. Et Olivier Berland que Marc citait Ah est d'accord, à on les est mêmes d'accord. métiers que J'ai moi en l'impression qu'il y a Île-de-France. Et un puis vous petit verrez, on vous présentera retard. aussi d'autres réseaux dans Ok. d'autres régions, Pays de la Loire, Bretagne, etc. Alors, Voilà, du coup, si vous pouvez faire un du petit coup, tour de table, c'est-à-dire nous dire un peu, juste en une ligne, là, en chattant en bas à droite, euh, on va dire vos attentes pour ce webinaire, et surtout si vous connaissez déjà ou pas les projets citoyens. Parce que si vous les connaissez déjà, on va voir, mais peut-être vous aurez besoin d'aller plus en détail dans les questions. On vous laisse du coup remplir la conversation. Marc et moi, on va regarder au fur et à mesure qui vous êtes. On part du principe ce midi que on part de zéro sur ce que c'est, et on va permettre à tous les gens qui se posent leurs questions de les poser, d'y répondre. Voilà. Et puis si certains veulent rentrer un peu dans de la technique, dans du montage juridique, voilà, ou du montage financier ou autre, on pourra. Voilà. Ah, Jean Roux, je te vois, je te salue. Jean Roux dans le Vaucluse, qui est sociétaire de la Nef, et relais très actif, en particulier dans la campagne Épargnons le climat, que vous avez sans doute tous entendu parler. Bon bref, je m'égare, je commence, et puis les autres nous rejoindront. Alors, on a commencé, on voulait non pas commencer tout de suite en vous présentant Énergie Partagée, ou même pas en vous présentant ce que c'est un projet citoyen. D'abord, on fait ce petit détour au fait, quelles sont les manières d'agir aujourd'hui pour un individu, un groupe, des citoyens sur cette question de l'énergie. Une fois qu'on a pris conscience que c'était une question importante avec le risque nucléaire, le changement climatique, etc. La première, et on va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est pourtant la piste la plus importante, et pas mal d'entre vous peut-être bossent déjà quotidiennement, c'est sur les économies d'énergie. On n'est pas là pour, on va dire, alimenter par des nouveaux modèles, le modèle de société productiviste. C'est bien de ça dont il s'agit de sortir, et vous verrez que dans beaucoup de nos projets, cette réflexion sur les économies d'énergie est très présente. Je rentre pas dans le détail de ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie, mais c'est dans évidemment son ensemble, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, nos déplacements, donc les formes d'urbanisme, etc. C'est toute l'énergie dans toutes ses dimensions. La deuxième chose qu'on peut faire,
assez simple et qui fait avancer les choses rapidement, c'est de consommer une énergie, et en particulier une électricité d'origine 100% renouvelable, et de préférence chez un acteur du marché qui serait coopératif. Voilà, et là-dessus, vous en avez pas beaucoup sur le marché. En fait, il y en a qu'un, vous le connaissez sans doute, c'est Enercop. Voilà, ça c'est un premier pas facile à faire. Et puis ensuite, dans une vision de la transition énergétique par et pour les citoyens, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de produire nous-mêmes de l'énergie et de l'énergie renouvelable, nous-mêmes, c'est-à-dire individuellement, mais surtout collectivement. Et donc vous allez voir, c'est cette troisième piste qu'on va vous présenter en particulier aujourd'hui, sur la troisième piste qui est porter avec d'autres acteurs de votre territoire un projet d'énergie, un projet de production ou d'économie d'énergie. Et puis, qui sont très liés. Notre piste, c'est de devenir actionnaire, c'est-à-dire vraiment de soutenir financièrement et d'investir dans des projets comme ça. Et là, il y a différentes possibilités qui se proposent aux citoyens, aux gens, et à ceux qui ont un peu d'argent pour investir. Voilà, il y a différentes possibilités selon, on va dire, leurs attentes en termes de rentabilité, leur profil de risque, si ils sont prêts à mouiller la chemise et à prendre des risques, ou au contraire, s'ils ne veulent vraiment pas prendre de risques, mais soutenir quand même les projets. Voilà, différentes possibilités qu'on vous montrera. Et puis, il y a évidemment, dernière et non des moindres, actions pour tous ceux, notamment ceux qui n'ont pas encore ni de sous ni de temps à consacrer, c'est au moins de relayer nos alternatives qui, on en est sûr, font vraiment avancer le monde. Je passe du coup ces premières diapositives. Je vais m'arrêter sur celle-là. Pourquoi aujourd'hui on peut vous proposer de produire nous-mêmes et collectivement de l'énergie? C'est parce que le marché s'est ouvert, vous le savez, dans les années 2000. Alors une partie, là on est sur le marché de l'électricité, une partie du marché est restée en monopole et en service public sur le transport, donc par les entreprises RTE et ERDF. Et puis côté production et côté fourniture, ça s'est libéralisé. Et donc on a des nouveaux acteurs sur le marché. Alors vous en connaissez certains, puis des gros. Et puis ça a permis à d'autres aussi acteurs qui portaient de nouvelles valeurs, comme Enercop, de se positionner d'abord sur de la fourniture d'électricité, donc en aval de la chaîne, et puis aussi en amont. Et en amont, donc au niveau de la production, et donc là on retrouve Enercop, on retrouve Énergie Partagée, donc on travaille beaucoup tous ensemble, et on retrouve tous les projets citoyens d'énergie qui deviennent autant de producteurs indépendants d'énergie, et qui vendent leur électricité, et qui l'injectent sur le réseau, et même qui l'autoconsomment de plus en plus. Alors juste parce que bon, c'est intéressant de comprendre qu'on s'inscrit dans un mouvement, sinon mondial, au moins européen, où de plus en plus de territoires, collectivités, habitants, entreprises, associations, participent à la production d'énergie de leur territoire. Et on voit le cas en Allemagne, au Danemark et en France. On voit que voilà, ce mouvement a vraiment été initié en Allemagne et au Danemark, et qu'en France, c'était encore embryonnaire, et aujourd'hui, ça avance assez vite, et on passe d'une phase où, ça y est, les projets pionniers sont sortis, les embryons se sont développés, et maintenant, on rentre dans une vraie phase de développement, de diffusion de ces expériences pionnières, de consolidation de nos modèles. Et c'est typiquement pour ça qu'un webinaire comme aujourd'hui, on ne le faisait pas il y a 5 ans, on le fait aujourd'hui en 2016. Alors, on va s'arrêter un peu sur cette question. Sauf si Marc, tu as relevé déjà des questions dans les présentations, ou est-ce que toi tu peux nous donner un aperçu de qui nous écoute? Effectivement, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà EP, qui sont notamment pas mal de gens du Sud, qui sont porteurs de projets. Il y a Usage Énergie qui est présent dans le Gard. Il y a du coup pas mal de monde qui sont
peut-être. Et puis sinon, il y a des partenaires, des personnes de la NEP qui sont là, des personnes d'achat, de Cocagne, investissement qui est là. Ok. Bon, donc je Et garde, je garde mon architectes approche. aussi, Où de là, je vais personnes vous présenter architectes ce que et c'est un projet citoyen ingénieurs. pour qu'on se mette d'accord sur les valeurs. Et c'est d'ailleurs une étape très importante dans la naissance d'un projet citoyen, de se mettre d'accord sur les valeurs ensemble. Et puis ensuite, on rentrera un peu sur la méthodo, le montage de projet et les premières étapes d'un projet. Voilà. Et puis vous posez vos questions au fur et à mesure. Marc et moi, on les relève, on y répond au fur et à mesure, on les garde un peu pour la fin si elles sont. Voilà. Alors, d'abord, un projet citoyen d'énergie, c'est un projet de territoire. Donc il s'agit de changer de modèle, c'est-à-dire jusqu'à présent, il y a un gisement d'énergie renouvelable sur des territoires qui sont des ressources communes, des biens communs, qui sont exploités grâce à un savoir-faire technique, industriel, par des grandes entreprises qui sont rarement du territoire et qui du coup vont s'insérer, vont réaliser un projet, vont laisser, on va dire, tout ce qui relève de la fiscalité et des loyers comme bénéfice économique pour le territoire, et puis tout ce qui relève des bénéfices économiques, on va dire des bénéfices du projet, des dividendes du projet, ça, ils le gardent pour eux et pour d'autres actionnaires, et ce n'est pas le territoire qui bénéficie en premier de la valorisation du vent, du soleil, du lot sur leur territoire. Donc c'est ça qu'on essaie de changer, et alors on n'est pas que dans une approche financière en disant ah ouais c'est super d'avoir des actionnaires locaux, du coup ça fait plus de dividendes qui restent localement, et puis c'est comme ça fait un circuit court de l'épargne, les habitants investissent dans des projets qui produisent sur leur territoire, et comme ça ils gagnent de l'argent grâce à un projet près de chez eux. C'est pas seulement ça, c'est aussi des projets qui développent un lien social très fort sur les territoires, qui développe une dynamique entre les acteurs. Parce que c'est pas rien de monter des projets collectifs de plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros d'investissement. Cela permet souvent, pour des projets qui ont un impact local important, comme des groupes de plusieurs grandes éoliennes ou des réhabilitations de centrales hydroélectriques, ça a un impact sur l'environnement, et associer les habitants dès le début et leur faire une place non seulement dans le financement mais dans la gouvernance de l'installation, ça crée même pas une acceptation, ça crée de l'adhésion chez les habitants pour ces projets. Euh, et puis souvent, quand les actionnaires, ce sont les gens du territoire, ils ont tendance à essayer de favoriser l'emploi local, à favoriser des installateurs locaux ou régionaux, pas très loin. Et pareil, ils sont beaucoup plus regardants sur l'origine du matériel, sur qui va maintenir l'installation. Et donc ce sont des projets qui, par nature, vont favoriser la création, le maintien d'emplois sur le territoire. Et puis voilà, c'est une manière de faire société autrement que en faisant du clé en main par des professionnels. Là, c'est une vraie appropriation par les habitants et les élus de l'énergie. Et avec, in fine, une question qui nous passionne, qui est qu'est-ce qu'on fait des bénéfices? Et en particulier, est-ce qu'on les réinvestit? Est-ce qu'on rémunère les actionnaires? Ou est-ce qu'on les réinvestit? Et si on les réinvestit, dans quoi? Dans des économies d'énergie, dans un nouveau projet de production d'énergie renouvelable. Voilà. Et ça, c'est un nœud très important et qui donne beaucoup de sens à nos projets. Ainsi, Énergie Partagée s'est dotée au début, au moment de se constituer, d'une charte pour vraiment cadrer les choses et préciser ce que nous entendons par projet citoyen d'énergie. Donc, vous l'avez compris entre les lignes, un projet citoyen d'énergie, c'est d'abord un projet qui est ancré localement. Ça veut dire que les habitants et ou les collectivités et les entreprises, les associations localement ont la maîtrise du projet. La maîtrise, c'est-à-dire qu'ils participent à la gouvernance,
ils sont décideurs dans le projet, et c'est eux qui prennent les grandes décisions. En tout cas, sans eux, ne peuvent pas être pris de grandes décisions concernant le projet. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va développer vraiment des projets sur des territoires avec le territoire et pas sans lui. Le deuxième point, c'est la finalité non spéculative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, il faut avoir les deux pieds sur terre, ok, il faut monter des projets avec plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros d'investissement. Donc là, on va avoir des banques et des assureurs et des gens très sérieux en face de nous, et il s'agit d'avoir les deux pieds sur terre, évidemment. Oui, on va avoir des actionnaires, et c'est évident que tout le monde attend une valorisation de l'argent qu'il peut investir, mais on n'est pas dans des projets qui ne recherchent que les dividendes. C'est ce que je vous expliquais sur la question des bénéfices. C'est vraiment important qu'il y ait, dès le début de nos projets et tout au long de leur vie, cette réflexion et cette question sur qu'est-ce qu'on fait des bénéfices. Et notamment sur voilà. Je vais y revenir après. Troisième point, c'est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que des projets comme ça, collectifs, tout le monde a aujourd'hui, on est même un peu fatigué des caricatures, des projets collectifs qui commencent fort et puis qui font comme un soufflet, qui retombent, qui s'organisent pas, qui sont ou alors des projets où tout d'un coup sont appropriés par une ou deux personnes et voilà. Nous, ces projets collectifs, on a mis au point des modèles de gouvernance qui reposent sur des statuts et des règles de fonctionnement pour avoir des fonctionnements démocratiques, transparents de ces entreprises qui se créent, et pour rester dans un esprit coopératif. Donc ce ne sont pas toutes des coopératives au sens du statut juridique, mais toutes ont et adoptent ce fonctionnement démocratique, et on sait que pour que cette entreprise exploite pendant 20 ans, 30 ans sur un territoire une installation, c'est très important que les règles du jeu soient à la fois bien cadrées et en même temps soient vraiment transparentes, et que ce ne soit pas la loi du plus fort dans ces entreprises. Et puis enfin, l'écologie, c'est une dimension importante. On n'est pas là en se disant, bon, nous on fait de l'énergie renouvelable et on ne pense à rien d'autre. D'une part, il y a cette question des économies d'énergie qui est très importante, et d'autre part, il y a toutes ces questions dans l'élaboration d'un projet, que ce soit sur l'origine du matériel, que ce soit sur l'impact local, l'impact paysager, les nuisances, et puis toute la réflexion globale à avoir sur, bon, on fait du photovoltaïque, mais est-ce que le bâtiment est isolé ou pas, et sur, voilà, peut-être si vous avez déjà vous-même développé des projets, il y a une série de questionnements à se poser sur l'impact écologique d'un projet d'énergie renouvelable. Voilà, ça ne suffit pas de produire des énergies renouvelables pour se dire écologique. Donc c'est bien de ça dont on essaie d'être vigilant. Voilà les 4 points de notre charte, et qui voilà, vraiment déterminent tout le reste. Alors maintenant, avant de rentrer dans de la méthode, sauf s'il y a des questions, Marc, tu m'arrêtes s'il y a des questions, j'avais envie de vous présenter 2 projets exemples. Parmi d'autres, si vous voulez aller les voir, ces projets, allez sur notre site internet, vous verrez tous les projets qu'on soutient et qui sont bien détaillés. Là, on va vous faire un mini récit très vite, très condensé, pour vous donner à voir un peu ce que c'est, à travers l'exemple de Bégane en Bretagne, de projet de grande éolienne, et puis un exemple en Auvergne, autour de Combray Durable. Marc, est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Ouais, effectivement. Sur Pégane, je me souviens d'avoir rencontré un des fondateurs qui disait bah voilà, nous, si on devait résumer notre devise, ça serait ça: finançons nous-mêmes la production de l'énergie qu'on consomme. Et à travers ça, cette phrase limite un peu technique, il y a en fait beaucoup d'idéal et d'utopie derrière. Alors, j'ai pas d'autres diapositives, bah, juste voilà, je vous raconte. Bégane, c'est un couple d'agriculteurs qui rencontrent un prof d'art plastique, qui sont au courant de développeurs éoliens qui cherchent à implanter des grandes éoliennes. Au début, les réactions étaient un peu négatives. Ah bah non, c'est gros, c'est une grande entreprise qu'on connaît pas, c'est quoi cette industrie qui arrive? Et puis,
finalement, à bien y réfléchir, les éoliennes, c'est quand même intéressant et et si c'était, nous qui les montions? Et donc voilà, sur un coup de folie, sûrement autour d'une bonne bouteille de vin, un soir, est partie cette idée de, monter eux-mêmes, habitants, un projet de grandes éoliennes. Donc, on est bien sur des projets avec des investissements de l'ordre de 2 000 000 € l'éolienne. Donc c'est pas rien. Et puis voilà, commence une aventure où petit à petit ce groupe va s'étoffer, ils vont être une bonne douzaine, et ils vont commencer à se renseigner, à s'informer et à mener des projets, à mener leurs projets en voyant que en Belgique ils y ont déjà réfléchi, dans le reste de l'Europe, ça se fait déjà. Donc c'était pas complètement la piste blanche et vierge, ils voyaient déjà un petit peu. Et puis ils ont avancé ensemble, et petit à petit ils se sont agrandis au point qu'aujourd'hui il doit y avoir quelque chose comme l'ordre de 1000 actionnaires bretons, habitants de leur territoire dans le pays de Redon, qui sont devenus actionnaires de ce projet. Et c'est un projet qui a réussi à convaincre un pôle bancaire et à obtenir un prêt de 8 millions d'euros. Ils ont collecté localement 2 millions d'euros et ils ont investi 10 millions d'euros dans leurs 4 éoliennes qui produisent aujourd'hui de l'électricité pour 18 000 personnes sur donc Bégane, dans le pays de Redon. Voilà, donc l'histoire qui part comme ça de deux trois personnes qui arrive à quelque chose d'impressionnant avec, bon, je vous passe toute une file. Donc je vous invite à aller sur leur site ou à lire notre article. On avait fait un petit récit de vie de Bégane qui est disponible sur notre site pour voir un peu toute cette, Entendre parler du projet. tout ce projet. Marc, je te passe Ils ont la cru dans parole le pour nous parler tout de Combrailles. simplement par la simple idée qu'ils avaient de peut- peut-être pas forcément de faire un projet éolien tout de suite, mais au moins d'explorer ce que ça pourrait représenter. Ils se documentent un petit peu, ils tombent sur des initiatives similaires comme Énergie partagée dans le Maine-et-Loire. Donc c'était une SIC qui à l'époque qui s'était lancée euh, avec cette même idée. Et puis aussi l'éolienne des enfants en Belgique qui était une éolienne qui, comme son nom l'indique, avait réservé une part de son capital à, à- à- à des enfants. Et qui était un petit peu dans cette dynamique-là de laisser la place, de laisser la parole au local, et puis aussi d'essayer de maintenir ses ressources et ses richesses sur le territoire. Finalement, au bout de 15 jours, ils sont déjà 30 personnes. Ils considèrent qu'il va falloir commencer à mettre la main à la poche pour, si on veut vraiment financer quelque chose, que ce soit des éoliennes ou du solaire, il va falloir qu'on mette une participation. Donc, il fixe la part à 50 euros, la part de sociétariat. Pendant très longtemps, ils vont utiliser les outils des autres, les plaquettes, les vidéos, les, les articles. Ils n'ont rien développé, ils n'ont pas dépensé un sou quasiment. Ils utilisent simplement ce que font les autres. Et avec le message qui est le suivant, qui dit les autres l'ont fait, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ici? Il se trouve ils sont trois instituts. Du coup, ils ont accès à un réseau, on va dire, de parents d'élèves, et ils vont du coup. Oui, je t'écoute. Ah mince, on n'entend pas bien. D'accord.
Ouais, Marc. Marc, D'accord. ta connexion a l'air de couper et ça devient difficile pour les auditeurs de t'entendre. Est-ce que tu as une tentative dans la tête, tu veux essayer? Je poursuis et puis je te laisse. Euh, alors, sur l'aventure de combat durable, aujourd'hui, c'est devenu, vous le voyez, une SIC avec 230 coopérateurs. Ils ont installé 11 centrales photovoltaïques, ce qui représente 600 000 euros environ d'investis. Ils viennent de recruter une personne salariée. Ils en ont d'autres en perspective. Ils travaillent sur un projet d'éolien et puis sans doute tout plein d'autres projets dans les cartons sur peut-être, je l'espère, de l'économie d'énergie ou d'autres. Voilà, et ça part en Auvergne, dans les Combrailles, un pays où en ce moment il doit faire bien froid. Voilà, et c'est ce genre de projets qui à la fois ont beaucoup innové, aujourd'hui nourrissent beaucoup notre réseau, donnent l'exemple, et puis continuent de se développer et de se professionnaliser. Deux exemples d'adhérents du réseau et d'énergie partagée et qui contribuent à aider tous les nouveaux projets. Du coup, Marc, pardon, tu veux Arnaud, ouais, rajouter quelque je chose? suis de retour. Est-ce que vous m'entendez un peu plus correctement maintenant que j'ai coupé ma webcam? Non? Ouais, là on t'entend bien, ouais. D'accord. Bon, bah, simplement, pour terminer, tu as à peu près dit la bonne chose, mais simplement, j'insisterai sur l'aspect humain, voilà, de dire qu'ils sont vraiment partis d'une expertise quasi zéro sur ces sujets, sur la manière de développer des projets d'énergie renouvelable solaire, et sont surtout basés aussi sur les soutiens qui sont nés de fil en aiguille par les collectivités. Par exemple, ils en ont parlé à leur collectivité, à Loubera, à la commune, où il y a 1000 habitants en tout et où assez rapidement une cinquantaine ou une centaine de personnes ont été intéressées par le projet. Et bah, de fil en aiguille, l'élu a dû se positionner et a considéré qu'il fallait soutenir aussi la dynamique, si bien que la mairie a décidé que pour chaque euro citoyen, la mairie mettrait 1 euro. Voilà, il y a tout un tas de petites facilitations qui sont nées comme ça sur le chemin. Et aujourd'hui, comme tu disais, ils sont 215 sociétaires. Ils ont réussi à lancer 12 centrales solaires, une salariée qui est arrivée très récemment, et tout ça, voilà, tout ça a démarré d'une envie de 3 personnes de faire quelque chose qui sorte un petit peu du cadre et qui, voilà, 5 ou 6 ans plus tard, s'est vraiment concrétisé. Voilà, et du coup, des projets comme ça, c'est des projets qu'on essaye donc de multiplier dans toute la France, et c'est aussi l'objet de ce webinaire. On espère que ça donnera à nombre d'entre vous de vous lancer. Je passe ces images que vous pouvez aller voir sur leur site. Voilà. Ça me permet d'aborder donc cette troisième manière qui nous tient très à cœur d'agir sur la question de l'énergie, c'est de porter avec d'autres un projet. Alors, voilà un peu un schéma sur lequel je vais m'arrêter un petit peu longtemps. On va prendre le temps de le décrypter. Vous avez en couleur les différentes dimensions d'un projet. La dimension financière qui est en orange, la dimension en violet qui est l'implication, la mobilisation, la dynamique citoyenne, le nombre de personnes qui rentrent dans le projet. Vous avez la dimension juridique en bleu, et la dimension juridique est vraiment importante, et la dimension technique, évidemment, sur la technique liée à la filière, à la technologie, au gisement, à l'implantation, au dimensionnement, etc. Et puis, il y a le temps. Voilà. Donc, vous voyez déjà comment il s'organise comme ça, et donc dans le temps, il s'organise de gauche à droite. D'abord, on parle de l'émergence du projet, et c'est peut-être de ça dont on va plus parler aujourd'hui entre nous, parce que c'est vraiment le début. Ah, Marc, tu as trouvé une fonction. C'est toi qui fais bouger, Marc? Ouais, j'essaye, On mais va parler du j'arrive pas. développement aussi, et puis il y a la phase de chantier, et puis la phase d'exploitation. Donc la phase d'exploitation qui est en fait beaucoup plus longue que les 3 premières phases, puisque on est vraiment sur des échelles de 15 à 30 ans.
Euh, alors, ce qu'il faut se dire, c'est que au début d'un projet, euh, on a besoin, dès le début, de rassembler, de travailler sur ces 4 dimensions. Et tout au long du projet, c'est ça. Donc au début, d'abord, il faut vérifier qu'il y a suffisamment de gisements, comme on dit, de soleil, de vent ou d'eau, au moins être sûr qu'il y a quelque chose. Et puis, il faut aussi être sûr que c'est possible, qu'il n'y a pas quand même une réglementation administrative qui empêche tout projet ou quoi. Donc, il y a un petit regard technique à porter là-dessus. Parfois, il faut s'aider de professionnels. Euh, et puis, juridiquement, bon, on n'est pas encore à monter l'entreprise, mais euh, on peut monter une association de préfiguration. Et avant même de monter l'association de préfiguration, il faut faire ce qui est le plus important, c'est de constituer le groupe. Ça, c'est vraiment peut-être la magie qui se passe, c'est la dimension que Marc pointe. C'est au début, l'idée part de 1, 2, 3 personnes, et c'est pas suffisant. Enfin, et à un moment, très vite, elle a besoin de s'élargir, et le groupe a besoin de un peu grossir. Il ne s'agit pas de tout de suite passer à 800 personnes, mais de trouver la dizaine de personnes qui va pouvoir vraiment porter le projet et s'impliquer activement. Et pour ça, vous allez voir, je vous en reparlerai, mais c'est nous, nos savoir-faire de vous dire comment on fait les autres pour constituer leur groupe et pouvoir monter leur projet. Et puis, au début, peut se poser aussi rapidement la question des sous. Je vous disais, peut-être il faut s'aider de professionnels pour faire l'étude d'opportunité. Il faut bon voilà, il peut très vite se poser ces questions, et du coup là-dessus on peut se reposer sur des subventions, sur du bénévolat, et du bénévolat en fait quasiment tout le long du projet. C'est bien la spécificité aussi de ces projets citoyens. Et puis on se repose sur les compétences des gens, de ces bénévoles, et on s'aperçoit, et c'est ça qui est vraiment génial humainement, c'est que très vite, si on se met à 10 autour d'un projet qui nous intéresse sur notre territoire, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de compétences autour de la table, mais beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant à voir. Je vais aller très vite sur les autres phases. En phase de développement, je reprends en bas, on va creuser la question des études de faisabilité. Est-ce que ce projet est faisable? Est-ce qu'il sera, il y aura vraiment suffisamment de vent ou de soleil? On va commencer à réfléchir et à créer le véhicule juridique, c'est-à-dire l'entreprise, la société locale, qui accueillera tous les investisseurs locaux, donc des investisseurs publics, des privés, des particuliers, des entreprises, des associations. Bref, tout ça, il faut constituer le bateau juridique pour que tout le monde monte dedans et que tout le monde soit rassuré, sécurisé dedans. Et puis, on commence aussi à capitaliser cette société, à constituer le capital, ne serait-ce que pour payer les professionnels qui commencent à travailler sur le projet, et puis pour préparer la phase d'investissement qui permettra de lancer le chantier. La phase d'investissement, c'est une phase où là, financièrement, c'est du costaud, on négocie avec les banques, il faut monter en capital, voilà. C'est donc la phase où on élargit énormément les investisseurs, et là, on propose à beaucoup de gens sur le territoire ou partout en France, grâce à des outils comme Énergie Partagée, d'investir dans le projet. Et puis en termes de technique, c'est tout ce qui est chantier, raccordement, installation. Et puis la dernière phase, c'est la phase la plus longue d'exploitation. Là, en termes techniques, c'est bien l'avantage des énergies renouvelables, c'est de la maintenance, c'est relativement léger. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tourner les éoliennes, recueillir le vent et cueillir le soleil. En termes juridiques, c'est la vie de l'entreprise, de la gouvernance, c'est le rendez-vous annuel de l'Assemblée générale, c'est les animations et le lien avec le territoire qui se fait. Et c'est donc cette dimension, vous voyez, case violette, c'est là où on a associé le plus de monde. Finalement, les fondateurs, c'est quelques-uns parmi tous les gens qui, au final, participent au projet. Et là, ce sont des actions pédagogiques, ce sont de la communication, du suivi de production, voilà, pour rendre visible la question de l'énergie, rapprocher les lieux de production de consommation et vraiment travailler la transition énergétique. Et puis en termes financiers, ça encaisse des sous quand même parce qu'on vend de l'énergie, donc l'entreprise encaisse des sous, rembourse les banques, et puis un de ces jours, et donc généralement entre 7 et 12 ans,
l'entreprise fait des bénéfices et peut commencer à se poser la question des dividendes. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on en verse un peu une partie aux actionnaires? Et puis, est-ce qu'on en garde une partie pour réinvestir ou pour euh, voilà, subventionner une association locale ou investir dans des diagnostics énergétiques pour les foyers en situation de précarité énergétique ou voilà, tout ce que le collectif voudra. Voilà un peu l'ensemble du projet. Avant de prendre vos questions, parce que je pense qu'il y en a des questions qui vont arriver, pour dire qu'au début, du coup, non, tout début, les ingrédients d'un projet, c'est évidemment, faut qu'il y ait du potentiel sur un site. Alors peut-être c'est pas la première chose à faire d'identifier le potentiel, mais il n'y aura pas de projet s'il n'y a pas de productible, donc d'endroits où ça va être réaliste et rentable d'installer des éoliennes, des panneaux, une centrale hydro, ou ce qu'on veut. Il faut un groupe de citoyens et ou d'élus motivés qui se constituent et qui appuient généralement, on voit bien qu'il y a toujours un petit groupe de 3-4 personnes encore plus motivées que la douzaine, sur qui vraiment ça repose, mais elles ne peuvent pas le faire seules. Donc il y a besoin de constituer ce groupe, ce collectif, qui, vous l'avez compris, s'élargit au fur et à mesure. Et puis, il y a besoin souvent d'une collectivité, au moins de sa bienveillance, et sinon de son soutien volontaire. Et donc on parle bien d'une collectivité à l'échelle, on va dire, du territoire, du bassin de vie, donc à l'échelle intercommunale, régionale, ou du syndic d'électrification, ou du pays, ou du parc naturel régional. On ne parle pas forcément de la collectivité de la ville, de la mairie, avec qui on sait bien que c'est peut des fois pas être simple pour des raisons humaines. Et puis il y a besoin, et ça c'est vraiment important, d'une vision politique. Euh, c'est quoi? C'est en fait de valeurs, de s'aligner ensemble sur des valeurs. Alors on n'est pas obligé de tous partager la même idée pour agir ensemble, mais quand même, il faut qu'on ait un peu réglé des problèmes, quelques questions sur notre lien à l'argent, notre lien à la rentabilité attendue, notre lien à la question de l'énergie. Est-ce qu'on veut développer d'abord un projet puis en faire d'autres sur le territoire? Est-ce qu'on veut juste là en faire un et le faire bien? Est-ce que voilà. Et donc c'est du temps pour ces collectifs, pour se connaître, se consolider et s'appuyer sur une vision qui après sera la vision à partager avec le reste. Euh, Voilà, ça je reprendrai après. Est-ce que je vais m'arrêter là sur le montage et un peu la méthode, voir s'il y a des questions. Marc, je te passe la parole parce que je vois que tu discutes, tu Ouais, discutes. je réponds aux questions, on va dire, sur lesquelles je peux répondre rapidement. Il y avait des questions sur la loi de transition énergétique. Qu'est-ce que ça a changé, la loi de transition énergétique? Alors, on va pas développer énormément ici parce qu'il y a de quoi développer très longuement sur ce qu'a apporté cette loi de transition. Comme je l'ai mis dans les commentaires, il y a un webinaire spécifique qui a été fait, du coup, assez technique, si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus. Concrètement, ce qu'on peut dire sur cette loi de transition énergétique, c'est elle a déjà institué la reconnaissance de ces projets portés par les collectivités et les citoyens dans l'intérêt des territoires. Pour nous, Énergie Partagée, qui suivons ce sujet depuis longtemps, c'est quand même une super chose, hein, une super étape que déjà ce soit reconnu. Ça veut dire que quand on arrive face à des collectivités, quand on arrive et ben on est déjà finalement, le thème est déjà connu. On arrive avec déjà un prérequis en termes de connaissance de ce genre de sujet, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et ça a reconnu le fait que les collectivités doivent et peuvent désormais s'impliquer dans ces sociétés de projets de production d'énergie renouvelable sur les territoires, et que les citoyens sont également incités à le faire. Alors, il n'y a pas de notion d'obligation, évidemment, il y a pas de notion de quota comme ça peut être le cas dans d'autres pays, mais on sent que les barrières et les cadres juridiques notamment s'assouplissent pour laisser la place à une meilleure prise de participation de ces citoyens et collectivités. Voilà. Après, sur le détail, comme je vous disais, le mieux c'est d'aller voir le webinaire. J'ai mis le lien dans les commentaires, où vous pourrez voir point par point et article par article ce qui a vraiment changé.
Il y avait aussi une question sur est-ce qu'il y a ce genre de projet qui se développe sur de la chaleur, pas forcément que sur de l'électricité. Donc effectivement, Frédéric, nous on a suivi un projet de chaleur collective qui est R43. Il y a d'autres projets qui se montent, des projets. Là, il se trouve que R43 c'était sur des chaudières, des mini chaudières de 100 kg, 100 kilowatts, qui étaient modulables justement, qui étaient quasiment mobiles. Il y a d'autres projets, on va dire, sur des bâtiments collectifs que l'on suit de près. Donc oui, oui, il y a pas, oui, c'est pas forcément des projets d'électricité, encore une fois, hein. Il y a pas mal d'exemples à rappeler. Et enfin, différence entre scope et SIC. Voilà, il y avait une question sur la différence de ces statuts. Alors là, pour tout vous dire, j'ai cherché la réponse sur Internet, hein, parce que je l'avais pas moi-même. Et il me semble, du coup, là, peut-être que Arnaud, tu vas pouvoir compléter, qu'il s'agit surtout dans une scope, ça appartient aux salariés, l'entreprise, ça appartient aux salariés, tandis que dans une SIC, on n'a pas cette obligation d'avoir des salariés et que ça appartient aux sociétaires. Voilà, c'était le, voilà. Depuis, j'ai vu qu'il y en a plein qui sont passés. Donc Arnaud, je te repasse la parole. Ouais. Alors, tu m'entends? Ouais, j'avais pas coupé mon micro. Ouais. Peut-être je peux compléter sur le volet nouvelle loi sur la transition énergétique parce que c'est un volet important de ce qui va se passer en 2016. On attend encore les décrets d'application pour mieux comprendre, mais globalement, il y a plusieurs articles. L'article 109 qui va permettre la participation des communes et de leurs groupements, donc des collectivités, au capital de sociétés commerciales. Donc avant, elles pouvaient participer que dans des sociétés d'économie mixte, avec une majorité de capital public. Maintenant, elles vont pouvoir participer à des sociétés à action simplifiée, par exemple, donc vraiment privées de chez privé, qui se montent pour produire de l'énergie renouvelable sur un territoire avec, par exemple, des habitants. Et ben là, elles pourront y aller, et elles ne seront pas obligées d'être actionnaires majoritaires. Voilà, et elles pourront vraiment y aller comme elles le faisaient avant pour une SEM ou une SIC. Ça, c'est une première nouvelle. Donc, on attend encore un peu les décrets d'application pour cela. Et puis, il y a l'article 111 sur le fait que avant, on n'avait pas le droit de faire des appels publics à l'épargne. Donc, par exemple, je vous parlais du projet breton des éoliennes de Bégane. Ils se sont très vite rendus compte que ça allait pas être si simple d'inviter les habitants de leur territoire à investir dans le projet parce que on est en France protégé par une loi qui interdit n'importe qui monte une entreprise de chercher des investisseurs et de démarcher les habitants. Sauf que bon, ça nous protège, mais là c'était un frein vraiment important pour ces projets, et donc dans la nouvelle loi sur la transition énergétique, l'article 111, on va pouvoir faire des offres de participation au capital et au financement de sociétés qui sont spécialement créées pour porter des projets de production d'énergie renouvelable, et on pourra les faire donc ces offres de capital auprès des citoyens et des collectivités, sans aucune interdiction. Donc là on attend beaucoup des décrets d'application. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, dernière chose, l'article 114, qui, avant, toute entreprise qui allait utiliser l'énergie radiative du soleil et installer des panneaux photovoltaïques ne pouvait pas bénéficier du dispositif Madelin de défiscalisation. Alors, ça, c'est vrai pour toutes les productions d'énergie qui vendent à tarif réglementé, parce que du coup, ça voudrait dire qu'ils bénéficient 2 fois un peu d'aide publique. Mais c'était vrai, y compris par exemple pour des entreprises qui se spécialiseraient sur de la vente en direct d'énergie ou de l'autoconsommation, parce que voilà, ils utilisent l'énergie radiative du soleil. Là, l'article 114, pardon, supprime ce dispositif, et donc ça ouvre pas mal de choses intéressantes pour les investissements qui seront réalisés dans le photovoltaïque et qui vendront de l'électricité à tarif non subventionné. Voilà sur
là-dessus, sur les scopes et les SIC, voilà, la SIC a vraiment une vocation territoriale. Donc ça repose vraiment sur le principe du multisociétariat. On a les producteurs et les bénéficiaires du service, et puis on a les règles coopératives d'une SIC, et notamment la mise en réserve de 57, je crois, des bénéfices. Et donc c'est un outil vraiment territorial qui est voué beaucoup à réinvestir dans des projets du territoire, et qui n'est pas voué à rémunérer des actionnaires. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a d'autres questions qu'on peut éventuellement passer maintenant si tu as le temps. Il y avait notamment de la question de savoir si la plupart des projets sont impulsés par les citoyens ou par les collectivités, ou est-ce que quel est l'ingrédient principal. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les projets que nous on suit, il y a une volonté citoyenne qui est souvent préalable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un soutien des collectivités. Comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est assez indispensable d'avoir, au moins une facilitation de la collectivité, qu'elle puisse, aider à la manœuvre, que ce soit en mettant à disposition quelques moyens par le biais de subventions, par le biais de mise à disposition de locaux pour, ne serait-ce que se réunir, ou en allant plus loin, par la mise à disposition de toitures, ou en s'investissant, directement, puisque maintenant c'est totalement possible. On a vraiment toute une palette d'engagements possibles pour la collectivité, mais il est très rare qu'on ait des projets où la collectivité n'est pas du tout impliquée, et ce serait même très, très difficile. Donc sur l'impulsion, effectivement, ça vient assez souvent de citoyens qui sont assez sensibles à ce genre de sujet et qui souvent ne sont pas très éloignés des centres aussi, ou des réseaux des réseaux d'énergie, donc des réseaux de l'élu à l'énergie. Voilà, disons qu'on arrive souvent à faire le lien assez vite, et ces personnes-là trouvent rapidement les bonnes portes auxquelles toquer pour demander un soutien à la collectivité. Donc voilà, je dirais que c'est assez multiple sur cet aspect-là. Arnaud, tu peux souhaiter compléter là-dessus? Non, on t'entend pas, Arnaud. Oui, je dirais juste que les collectivités, c'est une catégorie dont il faut se méfier, parce que entre des collectivités rurales toutes petites, des collectivités urbaines type agglomération, et bah, c'est pas les mêmes élus, c'est pas les mêmes machines administratives, c'est pas les voilà. Moi, je vois pas mal de projets qui peuvent être initiés par des collectivités, parce que petite collectivité rurale avec des élus à l'intérieur qui sont des citoyens comme d'autres. C'est leur premier mandat souvent, mais pas systématiquement. Et puis ils ont une vision, ils ont une envie, ils sont entreprenants, ils ont envie de proposer ça sur leur territoire. Et souvent ça rejoint ouais, des préoccupations qu'avaient certains habitants. Et puis des fois, bon, bah, l'idée c'est de faire sans la collectivité pour certains citoyens, parce qu'ils trouvent qu'elle met trop de temps à décider, que c'est un peu long, que voilà. Toutes les configurations sont possibles, du moment que au début il y a bien une envie commune partagée. Euh, voilà. Mais à un moment, souvent la collectivité, comme Marc le disait sur Combraille, même si elle n'était pas là au départ, face au succès du projet, elle est amenée à le rejoindre et à le soutenir à un moment ou à un autre. Et Et ça rejoint la question aussi de Marie-Thérèse qui demandait comment il était possible de convaincre une collectivité de mettre 1 € face à chaque euro citoyen. Bah, du coup, c'est finalement tous les leviers et toutes les motivations dont parlait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire pour la collectivité, elle-même a des objectifs de développement des énergies renouvelables dans son territoire, donc elle est assez intéressée à trouver des moyens de développer assez rapidement et assez massivement si possible ces capacités d'énergie renouvelable. Donc des personnes qui arrivent avec
un projet, une envie de mener un projet qui viendrait augmenter finalement la capacité renouvelable du territoire, elle peut y être favorable. Également, si c'est un projet, et d'autant plus si c'est un projet dont l'intention est de faire bénéficier les retombées au territoire, c'est-à-dire de solliciter des compétences locales, de favoriser des entreprises locales, des installateurs locaux pour les phases de développement, les phases d'études. Donc là, c'est aussi encore une fois quelque chose à faire valoir pour la collectivité. Plus elle a aussi de projets développés, plus elle pourra percevoir aussi de recettes fiscales, si tant est que ces projets en payent plus ou moins. Voilà, c'est le cas notamment pour les projets éoliens, voilà, où c'est vraiment une source de recettes pour les collectivités. Et enfin, faut voir aussi que ces projets aujourd'hui, on est sur une sorte d'exemplarité de transition énergétique. C'est-à-dire une transition énergétique qui va bien au-delà de l'aspect simplement purement écologique et énergétique, mais qui va sur les terres de la démocratie, qui va remettre en cause une gouvernance, établie, une gestion de l'énergie, pas mal de collectivités ont à cœur aussi de se positionner à l'avant-garde de cette transition énergétique nouvelle, qui permet d'associer les citoyens, les acteurs locaux, qui trouvent des solutions aussi à l'acceptabilité, à cette fameuse adhésion dont parlait Arnaud tout à l'heure. Donc voilà, on va dire, il y a certainement d'autres motivations à faire valoir, mais voilà, celles-ci peuvent être quelques premières bases pour essayer de convaincre une collectivité de rejoindre un projet. Et puis je rajouterais que aujourd'hui il y a de plus en plus de collectivités qui le font et qui servent d'exemple à d'autres. Donc voilà, à commencer par la région Languedoc-Roussillon qui a lancé un appel à projet et qui s'est engagé à investir pour 1 euro d'investissement des citoyens, à investir 1 euro de la collectivité. Il y a la commune dont parlait Marc, et puis il y en a de plus en plus. Et puis des fois ça peut prendre des formes différentes. Là, moi je pense au syndicat d'électrification du 05 dans les Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils sont votés en assemblée générale que le syndicat prendra 30% du capital des projets citoyens qui se monteront sur leur territoire. Bon, donc sous réserve que les actionnaires du projet soient d'accord. Mais voilà, c'est voté maintenant parce qu'ils pensent que c'est des projets dans lesquels il faut que leur collectivité soit. Voilà, et ça, on espère que ça fera de plus en plus d'émules. Et puis il y a une question de Philippe. Alors, et puis oui, il y avait une question de Cortés. Cortés sur la géothermie. Alors là, c'est la technologie, la technique vraiment liée au potentiel en Île-de-France. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le réseau a très peu investi, même pas du tout, dans des projets de géothermie, faute d'avoir des candidatures. Et puis, je pense qu'il y a une partie, il y a un risque important encore à monter ces projets en termes de gisement et de risques technologiques. Voilà, c'est pas le plus facile pour des projets citoyens pour l'instant. Et à l'échelle de l'Île-de-France, sur des techniques particulières, là je t'invite à voir avec Olivier Berland, qui est donc mon homologue en Île-de-France, voilà, qui se reviendra là d'ici 10 jours. Et je sais qu'il travaille un peu toutes ces pistes de différents potentiels en Île-de-France. Donc voilà. Et puis Philippe d'Enercop Midi-Pyrénées. Alors à partir de quel budget EP peut-elle intervenir? Là, dans cette question-là, permets-moi, hein, Philippe, de te chahuter un peu, mais il y a toute l'incompréhension de ce que c'est énergie partagée. En tout cas, vous allez le voir, je vais le présenter après, mais il ne faut pas réduire énergie partagée à son outil d'investissement. Qui effectivement a des règles pour, si j'ai bien compris hein, ta question, Philippe, tu me dis si je la comprends mal. On a un outil d'investissement qui donc a l'autorité, le visa de l'autorité des marchés financiers pour collecter de l'épargne dans toute la France des gens en leur disant placez une partie de votre épargne dans notre outil et on l'investira dans des projets citoyens d'énergie. Et donc ça, c'est vrai qu'on n'investit pas dans tous les projets. On a des critères d'investissement et notamment de taille d'investissement et puis pas mal d'autres règles.
Et donc, effectivement, énergie partagée peut pas investir dans des tout petits projets parce que ces tout petits projets, ils vont coûter plus cher finalement à étudier leur dossier que ce qu'ils vont pouvoir, on va dire, rendre à énergie partagée et à tous les citoyens qui ont investi dedans. Donc en gros, on estime que la taille minimum d'investissement, c'est autour de 350 000 euros. Voilà, investissement au total. Mais on pourra rentrer dans le détail et puis il y a... voilà. Est-ce que je... Alors il y a Cortez qui fait un appel à coordonner pour Sacha Corsec et Xavier, si peut-être peuvent lui répondre directement. Je vais continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Sur cette dernière manière et je pense du coup c'est intéressant qu'on l'aborde, qu'est-ce qu'on peut faire sur la question de l'énergie? Je disais économiser l'énergie, passer chez Enercop, porter soi-même avec d'autres un projet d'énergie. Et il y a être actionnaire de ces entreprises. Et donc comment on peut être actionnaire de toutes ces entreprises citoyennes qui se montent? Vous allez le voir, il y a plusieurs manières de l'être. Juste un petit rappel, c'est qu'un projet d'énergie, quand il se monte, d'abord, ils ont besoin de capital, et d'investisseurs capables d'accompagner. Donc, au début, il y a les citoyens motivés qui mettent un peu d'argent de leur poche. Ils vont convaincre d'autres autour d'eux de mettre de l'argent sur la table pour payer le développement. Puis très vite, ils vont avoir besoin d'autres investisseurs. Et notamment quand à un moment il va falloir aller voir les banques pour faire valoir suffisamment, on va dire, de fonds propres et d'autofinancement. Et donc c'est là que Énergie Partagée est utile aux porteurs de projets, c'est que nous on vient, donc l'outil d'investissement vient avant d'aller voir les banques, vient au moment de constituer le capital, pour le renforcer ce capital et puis les accompagner, les conseiller et s'assurer que le projet reste bien entre les mains des citoyens et ne soit pas approprié par d'autres grands investisseurs privés. Puis, quand Énergie Partagée donc, donne son feu vert et investit aux côtés des citoyens dans le projet, on peut aller voir les banques et c'est le reste de la somme à mobiliser, une grosse majorité de cette somme, c'est les banques qui le donnent sous forme de prêt. Et c'est là aussi que dans ce prêt, on peut recourir à des outils de financement participatif comme souvent ceux que le crowdfunding propose. Mais on reste bien sur le fait que les décisions sont prises au sein de l'entreprise parmi les investisseurs. La banque n'est pas décisionnaire, c'est la première à être remboursée, ça c'est sûr. C'est celle qui rafle tout si jamais le projet avait des problèmes, mais eux ne sont pas actionnaires, ils sont prêteurs. Voilà, et puis après, le projet fonctionne, vend de l'énergie, et avec ça rembourse la banque et à un moment verse des dividendes à ses investisseurs, dont Énergie Partagée. Et c'est comme ça qu'Énergie Partagée pourra verser des dividendes à tous ses actionnaires, donc tous ces citoyens qui ont investi dedans. Voilà, pour un ordre d'idée, aujourd'hui on a collecté de l'ordre de 10 millions d'euros, et notamment là grâce à la campagne récente Épargnons le climat, qui nous a permis d'atteindre cette barre des 10 millions d'euros. Ça, ouais, du coup, hop, je viens de vous l'expliquer, j'avais oublié qu'il y avait cette dernière slide. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, devenir actionnaire, c'est soit vous devenez actionnaire d'un projet près de chez vous. Donc là, je vous donne l'exemple de campagnes qui se font sur des territoires. Vous avez Lume du Larzac qui est en train de se développer. Vous avez l'énergie des Fées sur un projet de grand éolien, Lucisol en PACA, un projet d'éolien en Ardennes, un projet de photovoltaïque au sol à Luxuro dans Languedoc-Roussillon. Tout ça, voilà, sont des exemples de porteurs de projets qui vont collecter de l'épargne sur leur territoire et proposer à des habitants d'investir dans l'entreprise qui se monte. Donc
Donc ça, c'est un investissement direct où vous mettez, j'ai envie de dire, tous vos œufs dans le même panier et où vous allez être invité aux assemblées générales, invité à prendre des décisions sur le projet. Vous allez, d'une certaine manière, vraiment vous impliquer dans ce projet qui vous tient à cœur. Une autre manière d'élargir un peu le cercle des investisseurs, c'est énergie partagée, parce que ça permet en fait d'aller toucher tout plein de gens qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un projet précis, et surtout ils n'ont pas envie de mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils ont envie d'un placement financier très peu risqué, mais de soutenir ces projets-là d'énergie renouvelable. Et énergie partagée vraiment est fait pour eux, puisque ça permet, en investissant dans plusieurs projets, de mutualiser le risque et donc de partager ensemble les bénéfices et de réduire le risque en investissant dans tout plein de projets. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de projets qui sont dans le portefeuille d'énergie partagée investissement. Toutes ces images, j'en fais une parenthèse, sont tirées de la bande dessinée qui est en ligne et qui parle de notre aventure. Bon, je vous présente pas pourquoi des épargnants nous font confiance. Juste pour dire, alors je vois que Jacqueline Crespi essaye d'intervenir. Est-ce que vous pouvez écrire votre question, Jacqueline, pour qu'on puisse y répondre? Donc, vous voyez le fonds d'investissement, son fonctionnement, ce sont donc voilà, c'est une représentation du fait que l'énergie partagée investit dans plusieurs projets, et c'est avec les rentabilités de tous ces projets que nous serons en mesure de proposer d'ici un horizon de 10 ans une rémunération de l'ordre de 4% à tous les actionnaires d'énergie partagée. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la part étant à 100 €, 2000 € investis dans l'énergie partagée, ça permet l'installation de 1,6 kW de puissance d'énergie renouvelable installée, qui est de l'ordre d'une consommation électrique annuelle d'une famille, et 4% par an à l'horizon de 10 ans, ça veut dire une valorisation de ces 2000 €, donc de 1000 € de plus. Donc ça veut dire que 2000 € aujourd'hui investis dans l'énergie partagée, l'objectif c'est que ça vaut 3000 € d'ici 10 ans. Voilà, soit sous forme de rémunération de part sociale, soit sous forme de prime valorisation de l'action d'énergie partagée. Voilà, et un petit bilan, donc là, il faudrait l'actualiser. Voilà un peu tous les projets dans lesquels on investit, vous voyez, dans différentes filières. Voilà, et donc on a atteint l'objectif des 10 millions d'euros. Et nous avons maintenant un objectif d'atteindre 25 millions d'euros de collecte d'ici 2020, pour toujours investir dans de plus en plus de projets. Juste, excuse-moi, Voilà, j'en bon, profite pour faire un petit. vas-y. Là, il y a pas mal de, de questions qui s'accumulent, notamment de Julien Fernandez, qui a beaucoup de questions assez précises, assez techniques. Du coup, je vais pas toutes les prendre, Julien. Peut-être qu'il faut se mettre en lien directement parce que il y a manifestement pas mal de questions sur la finance. Je peux répondre aux questions sur tout ce qui est partage de documents. Est-ce qu'on met à disposition des documents types? C'est l'objet justement de l'association Énergie Partagée qui a pour but d'accompagner les projets qui se montent, les projets qu'on suit, qu'on finance pas forcément d'ailleurs, parce que certains projets sont pas adaptés ou n'ont pas besoin de nous tout simplement. Mais on les accompagne quand même, et du coup on a effectivement tout un tas de documents juridiques, financiers, qui permettent d'accélérer un petit peu les étapes. Voilà, c'est l'intérêt aussi du réseau que de partager ce genre d'outils. Donc voilà. Sur tout ce qui est financement, je dirais modalités financières précises, Julien, ça mériterait qu'on fasse un lien directement sur le modèle économique du fonds. Comme c'est pas l'objet de cette toute première tout premier webinaire, on va dire, de contact, on fera ça plus tard. Pour ce qui est par contre attends, il y avait une question. Oui, de Jacqueline. Oui, manifestement, Jacqueline se demande comment collecter. Une fois qu'elle a collecté, admettons, c'est un petit projet, de ce que j'ai compris, vous êtes sur un projet qui ne justifierait pas de contacter Énergie Partagée Investissement pour les fonds propres.
parce que vous pensez pouvoir collecter ces fonds-là localement. Et après, une fois qu'on a les fonds propres, qu'est-ce qu'on va voir? La question est là. Du coup, c'est la question de savoir qui peut vous consentir un prêt, un emprunt bancaire éthique. Et là-dessus, c'est vrai que la nef est un des acteurs principaux qui peut fournir ce genre de service. La nef est une banque, il y a des sociétaires, la nef ici, c'est une banque, enfin une société financière éthique qui a des critères d'implication dans des projets et qui a d'ailleurs suivi bon nombre des projets que nous avons nous-mêmes financés en fonds propres, comme par exemple le Bigawatt ou d'autres projets. Alors je crois qu'il y avait une question justement pour savoir quel était concrètement le nombre de projets qui avaient été soutenus par la nef. C'est très difficile à dire, là j'ai pas le chiffre en tête, on pourra chercher ce chiffre davantage. Il y avait d'autres questions de Fabien. Est-ce que le mouvement EP a des règles, des principes, des accords bancaires? Bon, bah ça aussi, ça fait partie des, des questions spécifiques financiers que je vous propose qu'on traite plus tard avec Fabien directement, quoi. Oui, même si on peut dire que là-dessus, la charte, vous l'avez vu, elle cadre, mais en même temps, elle laisse toute la latitude possible pour les porteurs de projets de choisir la banque, de choisir leur installateur, de négocier avec lui, voilà, on n'a pas de prescription ou de partenariat d'exclusivité avec telle ou telle banque. Ça, non, même si voilà, la nef est notre partenaire préféré parce que historiquement et encore aujourd'hui, on est sur les mêmes valeurs. On ne peut pas exiger ça, ni de la nef, ni des porteurs de projets, de toujours travailler toujours tous ensemble. Et puis sur le projet de Luxurode, j'ai pas dit que Énergie Partagée investissait dans Luxurode. Je disais que dans le fait de pouvoir devenir actionnaire en direct dans un projet, voilà Luxurode qui a établi un document de communication pour inviter les gens sur leur territoire à investir directement dans leur projet. Donc, je prenais leur exemple pour ça. Et puis peut-être ils passent par donc Enerfip également, par donc, cette plateforme de crowdfunding. Les bonnes pratiques entre projets, tu as répondu Marc? Non, j'ai pas répondu. Comment se transmettre les bonnes pratiques entre projets? Bah ça c'est tout la plus-value de l'association Énergie Partagée, c'est de mettre en réseau ces porteurs de projets, et donc on organise des rencontres, des formations régulières tout au long de l'année, des webinaires comme celui-là, et puis on en fait plein d'autres sur d'autres sujets, et puis voilà, de la mise en relation, de la rencontre, et puis on crée des outils aussi, des guides, méthodos, des fiches outils, des fiches de retour d'expérience, voilà. Et tout ça, ce sont des offres et des services qui sont donc en partie réservés à nos adhérents, donc qui sont des porteurs de projets, des associations, des collectivités, des entreprises, et en partie libres et donc disponibles sur notre site internet. Et puis, voilà, sur le financement bancaire sans recours, je ne sais pas si ça concerne la question du nantissement, là c'est un peu technique et je ne rentrerai pas dans le détail de ça. Voilà, j'ai pas d'autres questions que j'avais notées. T'en as renoté d'autres depuis, Marc? Non, tu peux avancer. De toute façon, on pourra les brosser après par la suite si voilà au fur et à mesure. Oui, non, juste par rapport à la règle, à la question de Fabien, juste un rappel qui est peut-être pas nécessaire, mais le fonds, enfin l'outil énergie partagée investissement dont on est en train de parler suit les mêmes critères et la même sélection que le mouvement et les critères dont Arnaud parlait plus quand on parlait de non-spéculation, d'ancrage local, de démocratie, de transparence et d'exigence d'écologie. Ce sont les mêmes critères qui, que le fonds exige pour les projets, hein. Si c'était pas clair, voilà, c'est un même mouvement. On a des outils différents, mais voilà, la charte rassemble vraiment toute l'intention du mouvement. Il y a une question qu'on n'a pas traitée qui remonte à tout à l'heure, c'est la question de Jean Roux sur comment on fait pour raccrocher des initiatives individuelles
Et donc ça, c'est une question qui est pas évidente parce que euh, globalement, s'ils sont dans une démarche individuelle, les gens aujourd'hui peuvent bénéficier de l'accompagnement quand il y a d'espace info énergie ou de plateformes de la rénovation énergétique, voilà. Et puis après des services des différents installateurs, voilà. Dès lors qu'ils souhaitent s'inscrire dans une démarche collective et par exemple mettre à disposition leur toiture au sein d'un projet collectif comme les projets de centrales villageoises, bah là c'est autre chose. Et effectivement, ils ont leur place, ils peuvent venir, ils peuvent travailler ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus d'articulation que ça qui est pensé. Pour nous, la vraie articulation entre une démarche individuelle et collective, c'est l'investissement dans l'énergie partagée. Donc d'investir et prendre des parts sociales, parce que là, c'est vraiment, pour nous, c'est là que l'action individuelle devient le plus collective. Euh, voilà, je termine par la dernière chose que chacun d'entre nous peut faire, c'est relayer. Bon, hein, on est tous, on reçoit tous beaucoup d'injonctions de relayer dans nos réseaux, etc. Je pense que aujourd'hui, ça vaut le coup que des initiatives comme Enercop, comme la Nef ou comme nous, on soit plus connus parce que on a vraiment mis au point des modèles économiques sérieux qui ont fait leurs preuves, qui ont toutes les garanties juridiques nécessaires. Et maintenant, j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à grossir. On n'a plus qu'à grossir et à accueillir de plus en plus de gens qui ne sont plus seulement des militants, mais qui sont des gens qui comprennent qu'il y a des choses aujourd'hui qui font avancer le monde et qu'il faut les encourager. Donc je vous invite à relayer la web bande dessinée sur mapropreénergie.fr, à visiter et à faire visiter notre site internet où il y a tous nos projets, à regarder le site Épargnons le climat qui est notre site de campagne pendant la COP21 et dans lequel il y a un film qui vaut le détour. Et puis, vous avez un dernier site qui est je souscris énergiepartagée.org où vous avez vraiment un récit très précis des projets dans lesquels nous avons investi. Et enfin, pour aller plus loin, il y a des ressources. Alors, les premières sont sur notre site internet et notamment dans la rubrique de la médiathèque. Et puis, vous avez d'autres mouvements qui marchent avec nous, comme les centrales villageoises, qui ont aussi un site internet et que je vous invite à aller voir, qui est vraiment très intéressant. Voilà. Est-ce que Marc, tu as eu des questions depuis? Ouais, question très intéressante sur est-ce qu'on peut revendre l'électricité est-ce qu'on peut monter une SIC ENR et la vendre à Enercop au tarif subventionné? Aujourd'hui, on a très peu de projets Enercop qui sont effectivement soutenus par Énergie Partagée, dans le sens où Enercop a du mal à se positionner sur des projets notamment des projets solaires ou des projets éoliens, parce qu'effectivement, il y a un tarif subventionné qui est bien supérieur à ce que peut offrir Enercop. C'est dû au fait que ce tarif subventionné va puiser dans une poche que seul EDF, à laquelle seul EDF a accès, qui provient de la fameuse ligne CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité, qui est sur toutes les factures. Bon bref, le fait est qu'avec la loi de transition énergétique, Enercop va pouvoir avoir accès à cette poche qui va lui permettre de racheter d'acheter l'électricité à tarif subventionné. C'est une des dispositions et des changements majeurs de la loi de transition énergétique qui va prendre effet, dans les mois qui viennent. Je crois, si des gens d'Enercop sont là, vous pouvez tout à fait, compléter. Donc voilà, à terme, on va pouvoir vendre notre électricité, enfin l'électricité des projets d'énergie citoyenne à Enercop. Et c'est une très très bonne nouvelle pour tous ces projets-là qui souvent la mort dans l'âme vendaient à EDF. Voilà, donc voilà. Question de Frédéric Fontaine, que je salue d'ailleurs, qui est par chez moi
que j'ai déjà rencontrés. Quelle est la taille minimale initiale en puissance photovoltaïque ou éolien pour monter un projet citoyen? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, il y a vraiment, vous l'avez compris, c'est des projets qui ont beaucoup de valeur et qui aussi euh, comment dire, ont une vraie réalité économique. C'est-à-dire que il n'y a jamais d'investissement à perte et on demande à personne de se sacrifier sur l'autel de la transition énergétique et de perdre son argent pour produire de l'énergie ou en économiser. Donc il y a des endroits où il y a des petits projets qui se font, et qui sont souvent des premiers petits projets, des premières tranches, quand on voyait que Combray Durable avait commencé sur vraiment des petites puissances, sur des 9 kg photovoltaïques. D'autres commencent plus haut tout de suite, et d'autres commencent en grappe. Ils font plein de petits projets de 9 kg en même temps. Voilà. Donc tout dépend du modèle économique. Et si on arrive à bâtir un modèle économique qui tient la route et du coup à pouvoir de manière sécurisée investir dedans, allons-y. Sur l'éolien, c'est malheureusement pas vrai aujourd'hui pour le petit ou le moyen éolien qui ne bénéficie pas de tarifs d'achat. Donc, donc là-dessus, il y a très peu de projets aujourd'hui qui sortent. Et en éolien, c'est uniquement des projets sur du grand éolien. Voilà. Est-ce que... Je crois qu'il n'y a plus de questions en souffrance, à moins qu'on en a laissé passer. Si jamais on a skippé votre question, n'hésitez pas à la reposer. Il y a pas mal de gens qui vont manger même ensemble. Pardon? Non, je dis il y a pas mal de gens qui s'en vont pour manger, et c'est très bien. Peut-on monter des projets en autoconsommation et dans ce cas, quel modèle économique? Ah bah alors du coup je vais commencer à répondre. Des projets en autoconsommation, nous effectivement on n'en a pas, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas en tout cas, il y en a un qui est un petit peu sur un modèle un peu particulier, mais on va dire dans la grande majorité on n'en a pas parce que le modèle économique des sociétés aujourd'hui, des sociétés qu'on soutient, bah, est basé sur ce tarif d'achat qui aide à obtenir une rentabilité, on va dire, pas trop longue. En autoconsommation, effectivement, on n'a pas encore d'expérience qui nous revient, si ce n'est le projet Soleil du Grand Ouest, qui est un projet un peu hybride entre autoconsommation et vente de l'énergie à Enercop. Un projet très très intéressant. En gros, le modèle, c'est que la toiture solaire est installée sur une plateforme logistique. La toiture est achetée par Enercop disons qu'elle voilà, elle appartient à Enercop. Et Enercop vend son électricité, on va dire, de la toiture au niveau du dessous, à l'étage du dessous, à Biocop, qui l'achète à un tarif convenu entre les deux, de gré à gré. Donc c'est une sorte d'autoconsommation parce que la toiture est sur la toiture solaire est sur le toit de la plateforme, mais c'est quand même une vente qui permet à Enercop et à Biocop de travailler ensemble. Voilà, c'est sur ce genre de modèle, on a réussi à aller sur l'autoconsommation. Sinon, c'est aujourd'hui un petit peu difficile pour nous. On n'a pas encore de modèle qui nous permet d'aller sur ces modèles d'autoconsommation. Tous les combien de temps organisons-nous ce séminaire? Eh ben, c'est le premier aujourd'hui, c'est le premier de ce type, en fait, d'initiation. Alors après, sans doute que vous qui l'aurez, déjà fait, vous n'aurez plus besoin de celui-ci. On va récidiver, pour des nouveaux publics, si on a des retours comme quoi c'est utile. Et on pourra l'organiser, je sais pas, tous les 2-3 mois, je pense. On n'en a pas encore vraiment discuté, mais voilà, à vous de nous dire aussi si ça serait intéressant avant d'aller manger, si ça vous a semblé pertinent, si ça vous a semblé trop basique, trop compliqué, pas idéal pour vous et qu'on aurait dû du coup informer d'autres gens et pas forcément vous. Voilà, si vous avez des conseils pour nous aider à l'améliorer, on est preneur. Ouais, l'objectif, en fait, c'est vraiment pour vous de vous donner une première information afin que vous puissiez participer aux autres rencontres qu'on organise, webinaires ou autres,
sans débarquer, sans découvrir ce que c'est un projet citoyen. Si vous allez voir, hein, les deux autres webinaires où c'est des porteurs de projets qui présentent leur projet, ou où on travaille la question législative ou du montage juridique, c'est tout de suite un peu technique, et voilà, il nous semblait intéressant de partager un peu la base avec ceux qui en avaient besoin. Donc dites-nous, faites-nous vos retours. Et puis surtout, la prochaine fois que vous voyez passer l'invitation à ce webinaire, n'hésitez pas à la relayer autour de vous. Comme ça vous évitera des longues explications à vos interlocuteurs. Dites-lui tout simplement, bah écoute, si tu veux savoir ce que c'est un projet citoyen, rendez-vous pour le prochain webinaire d'énergie partagée. Bah, merci à tous. Je vois qu'on se quitte petit à petit, mais on a encore 33 participants. On me dit encore 10 minutes. D'accord. On a des travaux chez nous, ils ont été gentils, ils ont arrêté les travaux pendant le webinaire. Voilà, bah merci à tous. Merci beaucoup à Marc d'avoir remplacé Olivier comme ça au pied levé. Alors, je réponds juste, excuse-moi, aux toutes dernières, parce qu'il y a encore des Ah, personnes la qui question. ont envie d'avoir leur réponse. À qui peut-on s'adresser à Énergie Partagée dans le Gard? Arnaud? Ah bah là c'est le meilleur interlocuteur, c'est Alain Cadoulin d'Enercop PACA. Je vais vous l'écrire. Et allez-y, si vous avez besoin d'autres contacts, sur le site internet d'énergie partagée, dans Monter un projet, la rubrique Monter un projet, il y a une page Les réseaux régionaux, et vous avez là toutes les coordonnées de nos différents relais en région, dont Alain Cadoulin. Donc là, on travaille beaucoup avec Enercop Languedoc-Roussillon dans cette région. Et je complète simplement par rapport à l'autoconso. Frédéric a envie de continuer un petit peu à en discuter. Effectivement, en fait, j'ai dit que Enercop revendait son électricité. Enercop était pour le coup là la société de projet qui gérait le projet. Du coup, effectivement, si la société de projet peut tout à fait vendre son électricité de gré à gré dès lors qu'elle trouve un terrain d'entente avec le client. Bon, ça suppose quand même une certaine solidité et une confiance entre les deux acteurs, forcément, parce que là, dans le cas actuel, ça veut dire que Biocop consent à acheter son électricité pendant X années, pendant peut-être 15 ans, à une structure qu'elle, du coup, elle doit estimer suffisamment solide. Dans le cas d'Enercop, Bretagne, ça posait pas de problème, elle avait suffisamment confiance. Voilà, il faut créer les conditions de cette confiance pour que le propriétaire du bâtiment voilà, puisse passer à l'acte, quoi. Mais effectivement, c'est pas du tout impossible, en tout cas, et il faut pas forcément s'appeler Enercop pour le faire. Et je complète là-dessus pour dire que ceux qui font beaucoup de travaux là-dessus en ce moment, c'est Espul, l'association Espul en Rhône-Alpes, avec leur super site photovoltaïque.info. Et eux, ils montent régulièrement ce genre de rencontres aussi, de petits déjeuners à distance sur l'autoconso. Voilà, ils travaillent beaucoup ça. Après, c'est sûr que c'est pas simple, que finalement avec l'autoconsommation, on rejoint la problématique des économies d'énergie, à savoir investir collectivement pour que une seule personne ou un seul occupant fasse des économies ou consomme l'électricité. Ça nécessite un montage juridique particulier qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas des plus faciles. Les décrets transition énergétique, c'est prévu. Marie-Thérèse Etriard, vous pouvez aller sur la page que je viens de citer, et vous verrez un webinaire que nous avons fait il y a peu de temps sur un point d'actualité sur la transition énergétique. Vous pouvez télécharger le diaporama, le revoir et le réécouter. Et puis dès qu'il y aura les décrets, on en refera un pour vous tenir informés. Et effectivement, du coup, on va faire de même avec ce webinaire-là, qui sera présent sur cette page, et avec le webinaire, le support et l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez refaire une heure et demie de,
des webinaires. Il y a pas mal de questions sur les contacts qu'il peut y avoir en Bourgogne, Franche-Comté, dans les Alpes-Maritimes, etc., en Normandie, partout. Ce que je vous propose tout simplement, c'est d'envoyer un message à Justine qui vous orientera directement vers les, les relais ou les adhérents près de chez vous. Elle est la gardienne du temple de notre réseau, à la fois les relais et à la fois les adhérents et les porteurs de projets. Donc je vous laisse son adresse email plus bas. Voilà. Voilà, bah on arrive au bout. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. On se donne encore une minute et puis après on laisse aller manger ceux qui ne l'ont pas encore fait et les autres enchaîner. Euh, Voilà, exactement. Il reste maintenant à nous motiver, à motiver les uns et les autres, à prendre confiance en nous et à continuer d'ouvrir la voie, de mouiller la chemise, de montrer que c'est possible et de faire avancer tout ça. D'ailleurs, Franck, sur les quelques coopératives dont on parlait tout à l'heure de Combraille Durable, mais il y a aussi sur Pleine Sud Énergie, la chaîne Vimeo d'énergie partagée, dont j'ai mis le lien un peu plus haut, vous avez un webinaire spécial dédié à ces deux structures, ces deux coopératives, et qui sont très dopantes et qui motivent beaucoup. Donc, si vous avez besoin de courage, il faut aller voir le webinaire de Combraille Durable et de Pleine Sud Énergie. Eh ben, merci beaucoup à tous. À bientôt, on l'espère. Et n'hésitez pas à contacter vos différents interlocuteurs en région ou Justine Pelmeul pour continuer d'avancer et de suivre notre actualité sur le site internet. À bientôt. Merci, au revoir.